L'apprentissage n'est plus ce qu'il était, c'est le titre de la deuxième table ronde de la journée. 4 intervenants sont réunis pour parler de l'apprentissage et à l'issue des discussions qui vont avoir lieu pendant 1 heure, des micros vont circuler comme ce matin et vous pourrez poser vos questions. Alors je vous présente tout à droite François Tadei, un chercheur de renommée internationale, un ingénieur devenu généticien qui milite activement pour l'innovation dans l'éducation. Il dirige le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, qu'il a fondé en 2005. Et ça marche tellement bien que Najat Vallaud-Belkacem lui a confié en septembre une mission dédiée à l'innovation pédagogique. Vous en parlerez. À ma droite, Elisabeth Caillé, agrégée de philosophie et docteur en sciences de l'éducation. Elle a travaillé sur les dispositifs et la pédagogie de la formation des adultes et des jeunes en difficulté. Elle a participé à la mise en place des services au public de la Cité des sciences et de l'industrie. Elle a mis en place le département des publics de la direction des musées de France, autant dire qu'elle connaît bien les publics. Vous êtes à l'origine, Elisabeth Caillé, du passage des métiers, qui est devenu la célèbre Cité des métiers, et vous avez été aussi à l'Agence nationale de l'éducation permanente. À votre droite, Olivier Lasvarnias, vice-président de l'Université de Lille, professeur à l'Université des sciences et technologies de Lille au Centre interuniversitaire de recherche en éducation, qui s'appelle le CIREL. Vous dirigez un master ingénierie de formation des adultes. Vous dirigez le département de formation des adultes à l'Université de Lille. Et vous avez créé la Cité des métiers qui a fait suite au passage des métiers. Vous êtes resté longtemps à la Cité des sciences. Et enfin, vous êtes président de l'Association française d'astronomie. Enfin, Olivier Houdet, psychologue. Il va vous parler du cerveau. Professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes, où il dirige à la Sorbonne le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Et vous vous intéressez beaucoup aux questions d'apprentissage, Olivier Houdet. On va peut-être commencer avec vous. Quand on dit « l'apprentissage n'est plus ce qu'il était », qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez un micro, s'il n'est pas branché, il faut juste faire une petite pichenette en dessous. Bonjour à tous et à toutes, très heureux d'être ici dans ce cadre de muséologie scientifique. Il y a évidemment un rapport intime entre l'histoire qui vous a été présentée ce matin et l'histoire des sciences et des technologies elles-mêmes, très longues, qu'on peut faire remonter, pardonnez-moi, c'est asynchronique, qu'on peut faire remonter à l'Antiquité où déjà se posaient ces questions, jusqu'au XXe siècle, où Jean Piaget a fait une synthèse remarquable pour comprendre la construction des connaissances chez l'enfant entre l'innéisme, qui nous venait de Platon et de ses idées innées, qui fut ensuite repris par Descartes, par Kant, sous des formes diverses, et l'empirisme qui venait d'Aristote, l'élève de Platon, et qui fut repris par les empiristes anglo-saxons comme Locke, Hume, et les deux théories étaient un peu insuffisantes, d'où l'idée assez géniale de Piaget, fulgurante au XXe siècle, de dire mais finalement l'enfant, ensuite le jeune adulte, avec son cerveau doit reconstruire en interaction avec l'environnement, à travers ses actions, qui pourraient aussi aujourd'hui être des interactions avec les écrans, cette intelligence qui finalement, à la fin, rejoint l'intelligence de la science et des connaissances en général. De ce point de vue, chaque enfant est un petit savant qui doit, pour lui-même, pardonnez-moi, alors, j'apprends. Ça va venir, ça va venir. C'est un boîtier tout à fait grand palais qu'on m'offre et il faut que je découvre la technologie. Alors, est-ce que parfait, je crois que c'est le bout. Non, c'est bon. Non, c'était déjà une erreur. Donc, l'erreur étant corrigée, au XXe siècle, Jean Piaget a inventé puis testé par des expérimentations scientifiques sur l'enfant l'idée d'une construction des connaissances, mais finalement, et c'est ça qui est revisité aujourd'hui, linéaire, stade par stade, sensorimoteur chez le bébé, opératoire concret chez l'enfant à partir de 7-8 ans, l'âge de raison, concept de nombre, de logique pour la catégorisation, d'espace, et enfin chez l'adolescent, la pensée hypothético-déductive, ce qu'on appelle le raisonnement formel. Vous allez voir en quelques images que l'exploration aujourd'hui du cerveau, grâce
aux nouvelles technologies d'imagerie cérébrale, a permis de réviser cette conception linéaire du progrès qui venait du siècle des Lumières, de Diderot et aussi de Condorcet. Vous avez en haut sur cette figure le modèle, disons, du développement en escalier que l'on croit exister chez l'enfant. Pourquoi? Parce que les âges, comme le temps de la montre, sont linéaires. Vous êtes revenu en arrière. Je n'ai rien fait, non. Vous êtes très gentil, madame, si vous pouviez m'aider. Là, ça bouge tout seul, pardonnez-moi. Mais je pense que tout le monde a la flexibilité pour s'adapter ou se souvenir. Ce que les psychologues appellent de la mémoire de travail, c'est-à-dire cette mémoire instantanée. Donc, le système par stade en escalier corrèle avec les âges. Réfléchissez aussi au fait que cela corrèle avec l'organisation de l'éducation nationale dont on a parlé au début, les classes, les niveaux. Donc nous avons tous un biais à l'égard du développement de l'enfant qui est de considérer qu'il est cumulatif et linéaire. Or, l'observation précise, scientifique, des comportements des enfants et les corrélats avec les réseaux neuronaux impliqués montrent au contraire, et c'est le schéma de droite en haut, qu'il est dynamique et non linéaire, tel des vagues qui sont des stratégies cognitives, des modes d'apprentissage, de découverte qui coexistent à tout âge avec des fréquences d'usage variables selon le contexte cognitif, social, culturel. Et devenir intelligent à travers cela, c'est gérer ce système dynamique et non linéaire en résistant très souvent aux automatismes. Et apprendre, c'est avant tout, vous le verrez, créer des automatismes bien sûr, mais aussi résister aux automatismes. Et le point commun entre la psychologie de l'enfant et la muséologie, et cette architecture cognitive que vous voyez sur la droite, à savoir que d'abord le bébé doit construire la permanence de l'objet. Si je cache cet objet derrière mon ami François Tadei, ce livre « Apprendre à résister », il disparaît, mais il est tout à fait évident pour vous et pour Madame devant également, comme pour la diapo tout à l'heure, que ce livre continue d'exister. Votre cerveau infère la permanence de l'objet. Si je le cache à demi derrière la table, aucun d'entre vous ne considère que c'est un demi-livre. Votre cerveau, immédiatement, infère l'unité de l'objet. C'est ce que fait le bébé durant la première année. Il construit cette permanence et cette unité de l'objet qui fait que son cerveau va en quelque sorte passer par rapport au réel du continu au discontinu. Et ce discontinu, ce sont les multiples objets physiques ou humains, unique et permanent. Et dès lors, le cerveau gourmand a envie d'apprendre. Et que va-t-il faire? Soit traiter ces objets de façon quantitative, les compter. C'est l'émergence du nombre chez le bébé et le jeune enfant qui conduira à travers la culture, l'école, les musées, aux mathématiques. Soit chercher, non pas à faire apprendre les quantités des objets, mais leur qualité, forme, couleur, fonction. C'est la catégorisation qui commence aussi très tôt et qui conduira aux taxonomies, forme comparable pour le qualitatif, aux mathématiques pour le quantitatif. Et lorsque ces traitements ne porteront plus seulement sur des objets concrets, comme ce livre, mais sur des idées, des hypothèses, et que le cerveau va appliquer ces traitements quantitatifs, nombre, et ou qualitatifs, catégorisation, sur des idées et des hypothèses, notre cerveau accède au raisonnement hypothético-déductif, qui permet la science, qui permet la créativité dans l'art, et qui va, espérons que ça fonctionne. Je crois qu'on est trop pressé, en fait, comme toujours. Voilà, il faut juste attendre un peu et ne pas réappuyer avant qu'elle n'apparaisse. Pour toute cette architecture cognitive qui va de la construction de l'objet au raisonnement, on raisonne à l'école, on raisonne au musée, on crée des dispositifs dans les musées, qu'ils soient classiques ou numériques, pour éveiller le raisonnement. Eh bien, dans chacune de ces notions, déjà le bébé jusqu'à nous, adultes, avons non seulement un système qui se développe de façon linéaire, comme le croyait Piaget, qui était le système des algorithmes logiques, selon lui, mais aussi un système d'heuristique, d'automatisme de pensée, qui sont très utiles, mais qui aussi nous trompent. La grande apparence pour l'histoire des sciences, c'est le géocentrisme par rapport à l'héliocentrisme. Il a fallu résister, inhiber, troisième système, cette heuristique pour activer par des calculs, par de la mesure, la notion d'héliocentrisme. Eh bien, c'est la même chose qu'on étudie chez le jeune enfant. Ces trois systèmes d'inhibition. L'inhibition est ici utilisée, vous comprenez, au sens positif du terme, c'est le cœur de l'apprentissage le plus intelligent, quand on est capable d'inhiber ces heuristiques, qui marchent très bien, très souvent, mais pas toujours, et activer les algorithmes. Alors, Olivier Audet, je vois, vous avez très envie de continuer. Non, je vous montre juste une image du cerveau, puis j'arrête. Montrez-nous. Voilà. Alors cela, on l'étudie avec des technologies, dans des laboratoires, avec les techniques dites d'imagerie médicale que vous connaissez à l'hôpital. Mon laboratoire CNRS a comme programme, depuis maintenant 20 ans, d'appliquer ces technologies pour les questions d'éducation
d'apprentissage, d'observation du cerveau de l'enfant qui n'est pas malade, mais qui apprend, et dont il est important pour l'école, et aussi l'université ensuite, de comprendre les processus de développement. Ce laboratoire, comme vous l'avez dit, est situé en Sorbonne, travaille avec 3 plateformes, l'IRM 3T de l'hôpital Sainte-Anne, du Ganil à Caen, et de Neurospin près de Paris. Et vous allez voir comment... Ouais, en fait, il est lent, hein, pardonnez-moi, mais ça, c'est les groupes. Il faut que vous sachiez aussi, parce que je sais qu'il y a des étudiants d'Arras en muséologie, que toutes ces jeunes qui constituent mon laboratoire vont consacrer leur vie, et consacrent déjà leur vie à comprendre ces mécanismes d'apprentissage dans le cerveau de l'enfant, de l'adolescent et de leurs propres étudiants à l'université, dans l'esprit de ce que je vous ai présenté. Alors, je vous montre simplement les images, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Elles ont été prises par une journaliste du magazine La Recherche. Je pense que si vous voulez que ce soit plus dynamique et pas un cours magistral, ce que je ne comptais pas faire, avec ce que j'ai pu vous dire, je pense que vous pouvez poursuivre, Madame la Présidente de séance, et je ferai défiler les images en arrière-fond. Ça vous convient? Mais ça me convient totalement. Je ne suis pas présidente, Monsieur Houdet. Hein, vraiment, mon rôle est beaucoup plus simple que cela. Donc, ce que je retiens, c'est que ce qui a changé, c'est la connaissance aussi qu'on a du cerveau, notamment du cerveau des enfants quand ils sont en phase d'apprentissage. François Tadei, toutes ces questions d'apprentissage vous tiennent vraiment à cœur. Quand vous écoutez Olivier Houdet, vous connaissez ses travaux. Est-ce que le système scolaire aujourd'hui est toujours adapté? Ce qui est sûr, c'est que le système scolaire évolue plutôt moins vite que le reste de la société et par rapport à la puissance des résultats que l'on entend, on se rend compte qu'il y a probablement des manières de l'adapter. Et en l'occurrence, c'est la mission que m'a confiée la ministre, c'est de réfléchir à quel type de recherche et de développement et d'innovation peuvent permettre à l'éducation nationale de progresser comme la R&D fait progresser l'ensemble des autres secteurs. La recherche et le développement font progresser la santé, font progresser l'agronomie, les transports ou l'énergie. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas progresser l'école. Et ce n'est pas qu'il n'y ait pas de recherche dans le domaine des sciences de l'éducation, mais si on fait le ratio du budget de la nation pour la santé et de la R&D en santé, on a un chiffre qui est nettement supérieur à celui qu'il serait dans le domaine de l'éducation, par exemple. Et donc, de ce point de vue-là, la question, c'est le dialogue singulier qui est entre le médecin et le patient a beaucoup progressé grâce aux recherches moléculaires d'une part et épidémiologiques d'autre part, aux petites et aux grandes échelles. Le dialogue singulier qu'il peut y avoir entre l'enseignant et l'apprenant, ou quel que soit l'enseignant, ça peut être un parent, ça peut être un autre enfant, peut aussi s'enrichir des choses qui se passent aux échelles infra, comme on vient de l'entendre, mais aussi aux échelles de la société. Et donc aujourd'hui, une des démarches complémentaires de celle qu'Olivier nous décrivait, c'est tout ce qu'on appelle les learning analytics. Et donc on a la possibilité, via les interfaces numériques, d'enregistrer l'ensemble des apprentissages et de les quantifier pour éventuellement apporter à chacun quelque chose qui lui correspond mieux en fonction de ce qu'il a su faire jusque-là. Et dans quelques instants, vous nous donnerez aussi toutes les pistes sur lesquelles vous travaillez pour améliorer l'apprentissage. Si je vous dis l'apprentissage n'est plus ce qu'il était, vous êtes d'accord ? En particulier, les apprenants ne sont plus ce qu'ils étaient. Ça, c'est une autre dimension. Et ils apprennent différemment. On apprend tous différemment. Elisabeth Caillé, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que l'apprentissage a beaucoup changé? Et depuis combien de temps? L'apprentissage a beaucoup changé, certes. Mais moi, pardon. Il faut le coller sur le menton. Marche. Je ne sais pas, vous m'entendez là? Ça va? J'avais envie de dire qu'aussi, il faut considérer les choses, et ça nous rapproche de la question des musées et du rôle que peuvent avoir les musées. Il faut aussi considérer qu'un cerveau, ça ne vit pas tout seul. C'est dans un corps, et que ce corps, il est dans une société, dans une famille, dans une classe, et dans une ville ou dans un village, et dans une société. Et donc je crois qu'une des choses qui ont le plus évolué, c'est de prendre vraiment au sérieux la relation entre l'individu et le milieu. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir éventuellement des stades à la Piaget, hein, mais s'il n'y a pas de sollicitation de la part d'adultes qui environnent le cerveau, ça ne produira rien du tout. Donc il y a des sollicitations qui doivent venir du milieu. Et je crois que le clivage entre le corps et l'esprit est quelque chose qui a complètement changé depuis 30 ans. Et précisément, les musées sont des lieux qui, pour moi, ne sont pas que des lieux d'apprentissage au sens, mécanique du terme,
mais ce sont des lieux où, c'est ce que disait un peu Jean Davalon ce matin quand il parlait du musée Média, et c'est ce qui peut-être a été une des raisons des résistances à l'égard de la Cité des Sciences, c'est qu'un musée, c'est aussi un lieu symbolique, un lieu de communauté, et que c'est cette communauté qui fabrique la possibilité d'apprendre. Je crois qu'il faut vraiment éviter de couper l'individu en un cerveau, un corps et un milieu. Tout ça est profondément mélangé et donc il faut tenir compte de cela. Et je crois que la pédagogie aujourd'hui et l'importance de la pédagogie qu'on appelle informelle et qui se fait justement à travers des institutions comme les musées, l'importance de ces lieux d'apprentissage qui ne disent pas qu'ils sont des lieux d'apprentissage. N'oublions pas que la définition du musée, c'est un lieu pour apprendre, certes, mais c'est aussi un lieu de délectation. C'était le mot qu'on utilisait. Donc je crois que la reconnaissance du plaisir d'apprendre est quelque chose d'absolument essentiel et que ça concerne le corps et que donc c'est aussi dans les nouvelles façons d'apprendre sont des façons d'apprendre qui passent aussi par l'implication de l'aspect physique du corps. Avant d'entendre ce qu'en pense Olivier Lasvernias, une petite réaction d'Olivier Houdet. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais ce qui a été dit pourrait laisser croire que les expériences, par exemple, que je vous ai présentées, ne sont pas faites en contexte social et culturel. Aucune des données du cerveau, là, que je vous ai montrées, d'autres que vous verrez, ne sont réalisées hors contexte. On n'étudie pas un cerveau hors contexte. C'est ce que font les biologistes sur les rats en laboratoire, travaillant avec des écoles, avec des académies, en classe, avec les professeurs. Et vous avez sous les yeux cette image du contexte tout à fait social d'une classe. Et vous avez peut-être vu rapidement tout à l'heure un cerveau qui se reconfigurait de l'automatisme à la réflexion et qui écrit en grand le mot éducation. Eh bien, entre les deux observations du cerveau, il y a une interaction pédagogique tout à fait naturelle en classe entre un professeur et son élève. Donc, j'ajoute ça parce que une partie de la communauté ne sait pas ça. Il y a une image nécessairement réductionniste des neurosciences. Il y a aussi des neurosciences humanistes, comme le prescrivait déjà Montaigne, d'un certain point de vue, à l'époque des guerres de religion, une éducation au contrôle de l'esprit. Eh bien, c'est vraiment ce que l'on fait aujourd'hui, et bien évidemment, le cerveau n'est jamais observé une fois hors contexte, il est observé plusieurs fois, de façon longitudinale, en contexte, avec des enfants qui participent, qui aussi voient leur cerveau sur l'écran et ont cette conscience réflexive, la partagent avec les autres le lendemain en classe. Et des professeurs, dès la grande maternelle, j'arrêterai là, nous ont dit le jeudi matin, puisqu'on fait en général les IRM quand les enfants n'ont pas école le mercredi, les enfants racontent ce qu'ils ont fait. Une discussion s'engage sur le cerveau, les mécanismes d'apprentissage. Ils comprennent pour la première fois que l'école, ce n'est pas seulement quelque chose d'extérieur à eux, c'est aussi leur cerveau que l'école modifie. Et ils peuvent mieux comprendre finalement ce seul outil, le plus important depuis Platon qui était déjà cérébrocentriste, comment fonctionne le cerveau. Et s'il y a une vraie nouveauté aujourd'hui, c'est celle-là. C'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut lier le contexte social et culturel au fonctionnement du cerveau qui lui-même est très réceptif aux régularités de l'environnement. Donc à tout moment, le cerveau apprend et se reconfigure en interaction avec l'environnement. Quand on vous entend, on se dit mais quelle chance on a de vivre en 2016. Et le corps, pardonnez-moi, nous appliquons les théories d'Antonio Damasio avec les marqueurs somatiques qui sont tout à fait corporels, qui via le tronc cérébral arrivent au niveau du cortex ventromédian, qui sont les régions limbiques et paralimbiques des émotions corporelles. Mais il n'y a pas que les émotions corporelles, il faut qu'elles se lient à des sentiments cognitifs qui vont guider l'action, donner le goût d'apprendre, la peur de l'erreur quelquefois et l'envie d'apprendre. Donc il n'y a plus en effet le corps d'un côté, le cerveau de l'autre, et encore moins le contexte ailleurs. Merci beaucoup Olivier Lasvernias. Quand on vous dit le mot apprentissage, alors là vous toussez un peu et vous dites mais il y a une ambiguïté sur ce mot. Je pense qu'effectivement le mot apprentissage était déjà très ambigu il y a 40 ou 50 ans et il l'est encore plus aujourd'hui. Effectivement, on peut regarder l'apprentissage à plein d'échelles de temps et à plein d'échelles de recul. Là, on a beaucoup parlé du nano et même du micro et même du nano, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, ce que c'est que l'acte d'apprendre dans une temporalité très brève. On peut aussi la regarder, les neurosciences la regardent aussi dans le temps, etc. Mais effectivement, on peut regarder, quand on pose la question de qu'est-ce qui change dans l'apprentissage, on peut regarder cette échelle-là, on peut regarder l'échelle des dispositifs, ce que nous on appelle l'échelle méso,
c'est-à-dire celle qui permet à laquelle on travaille pour construire des dispositifs d'enseignement, des systèmes. On peut regarder l'échelle psychosociale, et Elisabeth parlait de la famille, du groupe, etc. Et puis, il y a l'échelle socio-économique. Et pour moi, par exemple, si on me demande ce qui a changé en 40 ans, ben, c'est qu'il n'y a plus d'ascenseur social. Ce qui a changé en 40 ans, c'est que le système éducatif est devenu une raffinerie sociale et plus un ascenseur social. Je prends le mot de Patrick Fauconnier, journaliste au Nouvel Obs, qu'il avait employé il y a quelques années. Quand vous dites raffinerie sociale, par exemple, si on en revient aux sciences, puisque c'est un peu le sujet, c'est à l'école qu'on trie ceux qui vont faire des sciences et ceux qui ne vont pas en faire, et ceux qui ne vont pas en faire n'en feront jamais, ne s'y intéresseront jamais, c'est ça ? Par exemple, ça c'est un de mes champs de travaux, mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui l'université est prise complètement dans une situation impossible de finalement devoir absorber 50% d'échecs en licence, avec des dispositifs disons, de méritocratie, qui sont plutôt les grandes écoles ou paradoxalement les licences pro. Et c'est pas de la faute des universités, ou c'est même pas la faute des élèves s'il y a 50% d'échecs en licence. C'est qu'il n'y a pas assez d'ascenseur social pour absorber tous les diplômés. Donc on est vraiment dans des situations où à l'échelle macro, les choses ont changé. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas changé à l'échelle nano et micro. Moi j'ai l'impression en fait que ce qui a beaucoup changé, c'est la mise à disposition des interactions. C'est le fait qu'on a, à travers de la digitalisation, les cerveaux à tout âge ont à disposition beaucoup plus de niveaux d'abstraction spontanée. L'apprentissage informel est devenu plus abstrait qu'il n'était au XXe siècle. Il a toujours existé. Heureusement, Freinet avait déjà, ou Montessori avait déjà tout inventé. Donc, ce qui a changé, c'est que, effectivement, la digitalisation à l'échelle micro fait que une feuille Excel, c'est de l'abstraction concentrée, et c'est accessible à 8 ans, 10 ans. Donc, il y a des choses qui ont changé à l'échelle vraiment micro. Ce qui a changé aussi, mais c'est surtout ce que vous avez présenté, c'est les possibilités d'explorer les processus. Et donc, c'est l'outillage d'expérimentation. Ce qui a beaucoup changé, c'est à l'échelle méso, c'est-à-dire des dispositifs, des serious games, des classes inversées, etc. Même si, en fait, on peut se dire que ça existait déjà aussi. Et pour moi, ce qui a encore plus changé, alors l'échelle psychosociale intermédiaire de la famille, de la coéducation, elle est devenue plus formalisée, mais ce qui a vraiment changé, c'est les enjeux des apprentissages. Et pour ne pas monopoliser la parole, dans un modèle d'ascenseur social, ben finalement, la priorité, c'est le cognitif. Hein. C'est comment faire qu'on puisse apprendre, c'est-à-dire comprendre. Dans un modèle de raffinerie sociale, c'est l'affectif, c'est le conatif et c'est le socio-économique. Et donc, pour moi, c'est ça le gros bouleversement. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a beaucoup de spécialistes qui s'intéressent à ces sujets et qui se posent des questions. Vous en êtes 4 exemples. François Tadei, vous militez vraiment pour l'innovation dans l'éducation et vous allez maintenant nous donner les pistes sur lesquelles vous travaillez. Disons qu'il y a différents niveaux, mais un des résultats des sciences cognitives, c'est de montrer qu'on est tous nés chercheurs. Cette volonté, cette curiosité naturelle incite les enfants à explorer. Et moi, à ma grande surprise, les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, j'ai été un peu estomaqué parce que, au-delà des stades de Piaget, la manière dont on pense, en tout cas les stades disciplinaires et les stades académiques, n'auraient pas laissé présager ce genre de choses. Et en fait, la curiosité des enfants est telle que si on sait la nourrir et si on sait l'encadrer, alors on peut passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique finalement assez facilement. Et aujourd'hui, on dispose d'instrumentations scientifiques qui sont quasi ubiquitaires. Hein. Vous avez tous dans votre poche un laboratoire de poche, et Joël Chevrier, qui est dans la salle, pourra vous en faire une brillante démonstration à l'occasion. On a la possibilité d'apprendre très différemment et de quantifier nos apprentissages et de quantifier le monde. Si on discutait tout à l'heure de Léonard de Vinci, par exemple, qu'aurait fait Léonard de Vinci avec un téléphone portable? Probablement des choses assez extraordinaires. Vous choisissez votre scientifique préféré de l'histoire des sciences et vous pourriez interroger ses capacités. Et donc, on voit aujourd'hui que les enfants sont capables de questionnement. Et si on sait les mettre dans le bon contexte, ils peuvent aller extraordinairement loin. Et donc,
on peut arriver à co-construire des choses, et quand l'un enfant apprend, en plus il peut partager avec les autres, et collectivement ils peuvent aborder des questions qui peuvent être toujours plus fines. Donc on a par exemple aujourd'hui des débats philosophiques en classe, y compris en primaire, ce que Piaget n'aurait pas forcément pensé à l'époque. On peut leur faire construire des robots, on peut leur apprendre à coder, on peut leur faire de la recherche, on peut faire énormément de choses avec eux, mais à chaque fois il faut les mettre dans le bon contexte et penser un dispositif pédagogique adapté qui est typiquement un dispositif où, au lieu de les mettre en compétition les uns avec les autres sur les savoirs d'hier, on les met en situation de coopération pour qu'ils co-construisent des solutions. Et de même que les enfants à leur échelle peuvent co-construire des solutions, les adultes et les enseignants en particulier peuvent co-construire de nouvelles pédagogies et les faire évoluer, et les chercheurs, chacun apportant les méthodologies de sa discipline avec des vrais projets interdisciplinaires, on peut faire progresser l'ensemble de ces savoirs, et on peut aujourd'hui les partager très facilement avec des modalités qui sont celles de ce qu'on appelle les sciences participatives ou l'open science, qui permettent d'inviter, y compris les citoyens, dont ceux qui visitent les musées, à participer à ces projets de recherche. Donc ça fait partie des pistes coopérées pour être créatif. Le génie solitaire, celui qui reste tout seul dans son coin, qui apprend tout seul, ou pas forcément tout seul d'ailleurs, ça c'est fini. Vous militez aussi pour l'interdisciplinarité. Complètement, je pense qu'il y a une métaphore que j'aime bien qui nous vient d'Inde, où il y a un éléphant et 6 aveugles. Et chaque aveugle touche un bout de l'éléphant. Donc celui qui touche la trompe, en fait, pense que c'est un serpent. Celui qui touche l'oreille pense que c'est un rideau. Celui qui touche la patte pense que c'est un tronc d'arbre. Et après, ils se disputent. Et puis il y a quelqu'un qui passe et qui leur dit qu'en fait, ils ont tous observé une partie de la réalité, mais qu'ils ne l'ont pas forcément interprétée de manière adéquate parce qu'ils n'ont pas su partager les informations qu'ils avaient. Et aujourd'hui, chaque discipline a affiné ces méthodologies pour regarder un aspect particulier de la réalité. Mais la réalité est toujours plus complexe. La nature ne connaît pas les disciplines. Si vous prenez un organisme vivant, il a évidemment des mécanismes physiques, chimiques à l'intérieur, mais aussi des mécanismes informationnels. Et donc on peut étudier tous ces sujets simultanément, a fortiori si c'est des sujets de société. Et apprendre à apprendre, ça aussi c'est important. Apprendre à apprendre, c'est essentiel parce que aujourd'hui, on va apprendre des choses en classe, mais les choses qu'on apprend en classe, on pourrait aussi les trouver sur Internet, et les machines demain auront éventuellement ces solutions. Et donc, non seulement on apprend différemment, mais même les machines apprennent aujourd'hui. D'accord ? Et donc, on est dans un monde dans lequel, si on veut avoir un emploi, il ne faut pas simplement avoir des connaissances, il faut être capable de créer de nouvelles choses, il faut être capable d'assimiler de nouvelles choses, il faut avoir appris à apprendre pour s'adapter à ce monde en évolution perpétuelle. Elisabeth Caillé, vous avez participé à la naissance de la Cité des sciences et de l'industrie. Vous vous êtes intéressée, entre autres, ça s'appelait le passage des métiers. Vous avez beaucoup travaillé donc, à la naissance de cet établissement. Qu'est-ce que vous y avez appris en matière d'apprentissage ? Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas ? La liberté d'inventer, je crois que c'était ça qui était caractéristique. Ça a été dit ce matin à plusieurs reprises. Je veux dire, c'était un lieu d'innovation, de rencontre et d'imagination, de choses qui nous paraissaient impossibles et qu'on a quand même réussi à mettre en place, d'où ce passage des métiers. Mais justement, ça continue bien la discussion que nous avions là avec François Tadei et Olivier Houdet. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a tout un mouvement qui s'est développé dans ces années-là, en particulier autour de Bertrand Schwartz, qui est un de mes maîtres à penser, si j'ose dire, et qui a été quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui a été un peu à l'origine du passage des métiers. C'était le moment où on avait inventé, dans la mission Schwartz qui avait été mise en place en 81, après la prise de pouvoir de la gauche, on avait inventé ce qui maintenant s'appelle les missions locales pour l'emploi des jeunes. Et quand je suis arrivée à la Cité des Sciences, on s'est dit que ça pouvait être un lieu dans lequel on pourrait ouvrir justement quelque chose comme une mission locale tournée vers les savoirs scientifiques. Et je voudrais revenir sur un des principes de Bertrand Schwartz, qui a été développé ensuite par d'autres, bien évidemment, et qui est de considérer que même si on n'apprend pas de façon formelle, de façon académique, on sait plein de choses. C'est-à-dire que nous avons tous énormément de compétences, et que c'est précisément la façon dont on peut essayer de cerner, de nommer, de désigner, de préciser ces compétences qui va nous permettre ensuite d'apprendre, parce qu'on s'aperçoit qu'on sait déjà plein de choses alors qu'on croyait ne rien savoir. Schwartz avait travaillé dans
dans les mines de Lorraine, au moment où il y a eu des licenciements considérables, où ça commençait déjà. Et donc, il a travaillé avec les mineurs pour leur faire prendre conscience qu'en fait, il savait plein de mathématiques, qu'il savait faire des exercices de trigonométrie. Ça ne s'appelait pas trigonométrie, mais il savait très bien comment monter un échafaudage dans les mines. Et donc, cette façon de reconnaître les savoirs non académiques pour les formaliser d'une façon académique et pouvoir rentrer ensuite dans un cursus qualifiant, diplômant, reconnu donc par l'université, au sens plein du terme, était quelque chose qui pour moi a été fondamental, et je crois que ça nous a guidés, et Olivier a repris ça quand il a fait la Cité des métiers, ça nous a guidés donc dans la mise en place de ce passage des métiers, qui était un des seuls lieux gratuits de la Cité, et qui était caractérisé à l'époque par le fait qu'on pouvait y trouver des annonces sur Minitel. Ah oui, ça nous emmène loin. Elisabeth Caillé, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, on a entendu François Tadei dire apprendre à apprendre, mais vous aussi vous m'avez dit ça. Il faut, parmi les pistes vertueuses, apprendre à trouver l'information, inventer, fabriquer, faire, plutôt que de regarder faire. C'est pas la même chose. Apprendre à trouver l'information et faire, oui, ce sont deux choses différentes. Oui, non, mais ça fait apprendre partie à trouver l'information, effectivement, ça fait partie d'un grand mouvement qui a créé ce qu'on a appelé à l'époque les centres de ressources. Bertrand Schwartz était d'ailleurs à l'origine de ce travail. Un des lieux de ressources documentaires qui permettait ensuite de construire son propre cheminement et sa propre façon d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place, justement, la Cité des Sciences l'a fait, je crois, de façon très forte dans la médiathèque. C'était très important, mais ça s'est fait évidemment bien ailleurs. Donc je crois qu'il y a effectivement cette idée d'avoir des lieux ressources. Et puis, c'était quelque chose qui s'est développé aussi dans le monde de la formation des adultes. Et puis, le passage par le faire, alors ça, ça rejoint ce que vient de dire Olivier, enfin, ce que disait Olivier sur le... C'est pas une grande nouveauté, Freinet, Montessori et d'autres, Gorchak, etc., ont travaillé là-dessus. Oui, pas de la même manière, mais effectivement, l'idée de fabriquer l'imprimerie de Freinet est quelque chose maintenant qu'on a mis en place à la Cité des Sciences à travers le plateau de télévision, ou sont des choses qui existent peut-être moins maintenant à la Cité, je ne sais pas, je ne suis pas retournée dans l'exposition permanente depuis longtemps, mais peut-être que ça existe de façon, en tout cas, dans d'autres lieux. Oui, et je crois que tout ce qui est la participation des usagers, comme on dit, et non plus des visiteurs, d'un centre de sciences est quelque chose de tout à fait fondamental dans les nouvelles façons d'apprendre. Olivier Houdet, fort de ce que l'on sait sur le cerveau aujourd'hui, quelles sont, d'après vous, les pistes qui peuvent faire évoluer les façons d'apprendre et l'apprentissage ? Alors, d'abord, vous m'entendez ? Je me demande s'il n'y a pas des problèmes de pile dans les micros. Non, ça va, très bien, merci. D'abord, je trouve le débat merveilleux. Je vais répondre à votre question, bien évidemment, mais j'ai inhibé, ce qui est la propriété du cortex préfrontal que j'étudie depuis un grand nombre d'années, les réponses, plusieurs choses par rapport à ce qu'a dit François, ce que vous venez de dire, madame. La première chose, et c'est pour ça que j'ai mis cette diapositive en arrière-plan, vous avez sous les yeux en quelque sorte le résumé d'un projet actuellement réalisé avec 150 enfants de CM1 et CM2 que l'on va voir 3 fois, donc en longitudinal. C'est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, dans un défi qui s'appelle Société innovante. On est donc au cœur de notre sujet. Et ce que François a dit tout à l'heure est très juste. Ce qui est nouveau, c'est les mesures que l'on peut faire grâce au smartphone ou tout autre dispositif numérique, précisément à distance, à grande échelle, sur de grandes populations et en contexte réel, que ce soit au musée, à l'école ou dans la famille. Et le projet que vous avez sous les yeux, eh bien, il s'agit d'enfants qui, tous les jours, chez eux, durant 15 minutes, parce que si on fait de l'expérimentation, il faut contrôler les paramètres, jouent avec leurs parents sur une tablette tactile, et nous avons au laboratoire codé, puisque les chercheurs codent maintenant, codé des apprentissages des jeux éducatifs qui reposent chacun, l'habillage elle-même, donc l'apparence, les dessins, mais qui reposent chacun sur un processus neurocognitif différent. Et on en teste l'efficacité à 3 étapes, et à chaque fois avec toute une série d'épreuves, de tests, dirait-on dit, mais des tests très ouverts, allant du cognitif au socio-émotionnel, réalisés à l'école.
Et ça, c'est très nouveau. Et vous avez en dessous toutes les mesures que l'on fait depuis la génétique. Par exemple, pour des gènes, il faut le dire ici, de réceptivité à l'apprentissage. Nous sommes tous différents dans notre réceptivité à l'apprentissage. Et s'il y a bien encore quelque chose d'acquis, c'est cela. Non pas toutes les connaissances, mais justement notre logiciel pour apprendre à apprendre. Donc il faut aussi connaître ces contraintes précoces. Par ailleurs, il y a beaucoup de structural, c'est-à-dire la géométrie du cerveau, qui crée aussi des styles d'apprentissage au final, et la plasticité. On a des mesures de plasticité, à savoir qu'un apprentissage intense, on le sait, amène des modifications dynamiques et non linéaires de matière grise, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Cela a été montré pour les jongleurs, pour les taximens à Londres, etc. Donc ce qui est nouveau dans tout cela, c'est la mesure que l'on peut faire grâce aux outils numériques. Sinon, vous comprenez qu'il était impossible d'aller dans 150 familles en parallèle, ou alors il faudrait une armée de chercheurs. Donc là, c'est de la science participative pour lesquelles on a du coup les scores que chaque enfant a obtenus sur sa tablette dans tel jeu, tel jour, les augmentations, les régressions. Deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la fulgurance. La fulgurance cognitive dans l'apprentissage, c'est essentiel, ce qu'on a toujours appelé découvrir. Et pour les musées, c'est essentiel aussi, parce que vous présentez les fulgurances de grands savants, de grands scientifiques, et l'enfant ou le visiteur peut aussi avoir une fulgurance dans la découverte et la compréhension. Eh bien, c'est précisément ça qui fait que le développement n'est pas par stade, comme le pensait Piaget, mais dynamique et non linéaire. Et vous avez peut-être vu, je faisais passer des diapos tout à l'heure en arrière-fond, des bébés qui, par exemple, faisaient des statistiques. On parle aujourd'hui, avant même l'apparition du langage, de bébés bayésiens, c'est-à-dire qui infèrent les causes des phénomènes, leur structure abstraite, à partir des effets observés, que ce soit des mouvements de l'autre, des images, des mouvements de son propre corps ou des sons pour la construction ultérieure du langage. D'autres recherches montrent qu'il y a des algorithmes arithmétiques d'addition et de soustraction au niveau des surprises visuelles du bébé. Tout ce que l'école va apprendre ensuite de façon très laborieuse. Donc oui, comme l'exemple que prenait Madame, et j'ai aussi beaucoup d'admiration pour Schwartz, il y a aussi, par exemple, chez des gens qui ont un métier dit non académique, des algorithmes très ancrés, simplement parce qu'ils sont ancrés dans le cerveau, indépendamment du fait qu'on ait ou non réalisé une grande école. Ces fulgurances entraînent aussi de grandes régressions, et ça va m'emmener au troisième point, sur une nuance par rapport à ce qu'a dit François concernant la coopération, et en tout cas sa valeur absolue. Ces fulgurances font que, par exemple, dans notre laboratoire, on étudie des groupes de polytechniciens, de grands groupes industriels français, ce qu'ils appellent les N-10, c'est-à-dire les 10 en dessous du président directeur général. Et je puis vous dire que ce sont des groupes qui ont énormément d'impact sur la société, la consommation, l'énergie, l'environnement, et où, par exemple, les questions de sécurité sont extrêmement importantes. Eh bien, ces polytechniciens réunis en séminaire de formation, où je venais présenter ces choses, comment fonctionne le cerveau, étaient mis en situation de test de logique élémentaire, nécessitant un algorithme logique élémentaire, et quasiment tous se trompaient, comme vous et moi, et on pouvait démontrer que c'était la partie postérieure de leur cerveau, très automatique, très perceptive, qui s'activait, et non le cortex préfrontal. La moitié d'entre eux étaient réjouis de découvrir cela, l'autre n'était pas content du tout. Ce qui me lie au dernier point, c'est-à-dire qu'on a aussi dans le cerveau, je l'évoquais tout à l'heure par rapport à une région qu'on appelle le cortex ventromédian droit, qui est le siège du lien entre émotion et apprentissage, émotion et intelligence. Et on peut penser que certains sont heureux d'apprendre et d'autres, auxquels il faudrait apprendre évidemment encore plus, le sont moins. Le dernier point sur la coopération. Je sais, et c'est très important, surtout dans la société qui est la nôtre, de parler de coopération. Mais comprenez bien que du point de vue du cerveau, la coopération entraîne ce qu'on appelle des phénomènes de résonance motrice ou cognitive, qui marchent très bien avec la culture actuelle des réseaux sociaux. C'est-à-dire on pense par communauté, par groupe. On raisonne beaucoup plus et beaucoup plus vite. Ça crée quelquefois des révolutions. Mais voyez aussi que, et là je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, la fulgurance individuelle peut toujours exister. Parfois, être intelligent, faire une découverte, c'est être différent de tous les autres à un moment donné. Donc c'est précisément aller contre cette synchronicité, contre cette coopération, ce que j'appelle dans mes ouvrages la résistance cognitive. Elle peut aussi être collective. Aujourd'hui, le monde, disons, occidental face aux terroristes djihadistes a une résistance collective, mais c'est de la résistance face à une attitude qui n'est pas une attitude de coopération. Donc je pense que cette prise de recul qu'on appelle l'esprit critique reste essentielle à l'école, dans les musées, et que la Fondation La Main à la Pâte de l'Académie des Sciences, nous sommes en train de construire un module qui s'ajoute au module scientifique classique, physique, chimie, l'astronomie, sur le cerveau et l'esprit critique. Parce que le cerveau doit coopérer, c'est évident,
et c'est sans doute plus fort dans la génération actuelle, cette idée de coopération sociale et de valeur morale, disons, des produits de ce que l'on fait, y compris de l'économie, mais cette coopération ne suffit pas dans les cas extrêmes où notre cerveau est mis en situation de fragilité, de crédulité. Certains sociologues disent qu'on vit dans une démocratie, certes, mais une démocratie des crédules, et où des résultats électoraux totalement surprenants, je parle pour les États-Unis, peuvent survenir du jour au lendemain, ou le Brexit, avec des gens qui le lendemain ont regretté ce qu'ils vont voter hier. Donc dans le cerveau, c'est des mécanismes que l'on connaît. Hein, c'est des régions d'anticipation du regret. C'est une émotion contrefactuelle qui va permettre de détecter un conflit cognitif ou un conflit, on va dire, d'idées, et ensuite il faut inhiber celle qui est impulsive mais qui nous conduirait à regretter le lendemain. Donc tous ces points sont importants, coopération oui, mais aussi esprit critique, parce que la coopération c'est aussi l'ondée des foules dont parlait Montaigne et qui a conduit par exemple à son époque aux guerres de religion. Merci pour ces précisions très passionnantes, mais je vais me permettre de vous reposer la question. Maintenant que vous savez tout ça sur le cerveau... Non, on sait très peu de choses. Hein. On parle avec passion, on n'en sait pas beaucoup, mais vous en savez beaucoup plus qu'hier. Le domaine est totalement nouveau. Pourquoi vous avez vu l'image, comme Claude Bernard au XIXe siècle a créé la médecine expérimentale après les médecins de Molière. Pardonnez-moi s'il y a des gens de sciences de l'éducation ici, mais je dirais qu'on en est là aujourd'hui pour les sciences de l'éducation. On arrive à de réelles sciences de l'éducation. Donc, d'après vous, que faudrait-il faire? Que faudrait-il changer? Est-ce qu'il y a des choses simples qu'on pourrait mettre en place pour favoriser l'apprentissage, ou bien est-ce que ça doit être adapté au cas par cas? Non, il y a les deux. Bien sûr, il y a la pédagogie individualisée qui émerge, comme la médecine individualisée. Il est évident que ce que l'on découvre, vous voyez ici, pour que je sois un peu plus dynamique, ce cerveau avec toutes sortes de petits filaments colorés. Au laboratoire, c'est ce qu'on appelle le plat de spaghettis coloré. C'est un cerveau, objet tridimensionnel reconstruit numériquement sur ordinateur, et chaque petit filament coloré correspond au dessin du cerveau d'un enfant particulier. Donc là, on est, par rapport à votre question, dans l'individuel. Vous voyez que globalement, le cerveau est le même. Pour tout le groupe, c'est toute une cohorte d'enfants des écoles qui ont participé. Globalement, le cerveau est le même, comme le visage de chacun d'entre nous et par le monde a la même structure, nez, œil, bouche. Mais dans le détail, votre visage, maintenant que nous sommes rencontrés, je le reconnaîtrai en moins de 40 millisecondes n'importe où. Peut-être oublierai-je votre nom, mais pas votre visage. Eh bien, nous avons donc le cerveau, c'est pareil. Tous les cerveaux sont pareils et tous les cerveaux sont légèrement différents. Et là, c'est l'origine déjà des différences individuelles dans le dessin fin. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est le lien entre cela et les performances cognitives. Mais ce sont des choses qu'il faut expliquer. Par ailleurs, donc ça, c'est pour votre réponse sur l'individualisé. Dès l'instant où on observait qu'un groupe d'enfants en classe bute sur une heuristique, c'est-à-dire un automatisme de pensée, ne parvient pas à mobiliser son cortex préfrontal pour le retenir, l'inhiber et activer un algorithme qui parfois est déjà là, comme vous disiez, y compris dans des populations qui n'en sont pas conscientes, il y a des pédagogies qu'on a déjà testées en classe à grande échelle, publiées. Un exemple. L'attrape-piège. Voilà. Je peux vous montrer une image. L'attrape-piège, vous voulez que je décline? Ben oui. Très bien. Alors je vous conseille de lire Apprendre à résister, parce que c'est pour les parents. Il est vendu à la sortie de la salle? Non. Non. Sauf si vous l'avez prévu, je me ferai un plaisir de les dédicacer. En classe, voilà. Vous voulez un exemple, vous en avez sous les yeux. Donc après, nous construisons, comme je vous le disais, je suis instituteur, donc moi, tout ce que l'on fait, c'est extrêmement pratique, c'est du papier, des crayons. Là, c'est un plexiglas transparent assuré qui va permettre l'exercice du rôle inhibiteur du cortex préfrontal. La même chose a été faite sur des tablettes qui vont exercer, c'était l'image d'avant, ce processus préfrontal d'inhibition des automatismes, des heuristiques, pour activer les algorithmes. Et donc là, vous voyez la réalisation de cela en classe. Beaucoup de professeurs pensent comme vous, au premier abord, que c'est un retour au préceptorat, c'est-à-dire avec toutes ces connaissances nouvelles, ces technologies, le fait aussi individualisé que dès le début de la vie, le cerveau de chaque enfant est dessiné un peu différemment. Eh bien non, ça ne conduira pas au préceptorat parce qu'on a des nouvelles échelles multiples et granularités d'intervention pédagogique. Là, vous voyez une jeune professeure qui, dans sa classe de maternelle, a réuni tout un groupe d'enfants dont elle avait identifié qu'ils butaient sur un automatisme de pensée, ce que Bachelard aurait appelé un obstacle épistémologique. Et tous ces enfants, on ne leur répète pas la règle, ils l'ont comprise. Ce n'est pas l'algorithme qui leur manque, c'est la compréhension que dans cette situation-là, il faut inhiber leur heuristique pour activer leur algorithme. Tout comme nous, dans notre histoire, on a, je reprends l'exemple, parce qu'il est parlant pour les sciences et les musées, on a inhibé le géocentrisme pour activer l'héliocentrisme. L'enfant doit faire ça tous les jours, c'est pour ça qu'il est un savant, pour construire l'objet, le nombre, la catégorisation et le raisonnement. Et donc vous avez sous les yeux toute une série de situations
on n'a pas le temps de vous la décrire ici, mais oui, il y a des situations concrètes qui sont publiées, qui sont diffusées, vous en avez sans doute déjà lu dans beaucoup de magazines, présentées à la télévision. Nous avons fait l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain et du cerveau, où on a illustré cela en images. Une nouvelle va bientôt sortir centrée sur l'enfant. Donc c'est très diffusé tout cela, mais peut-être pas assez dans les musées. Alors, on va parler des musées dans un Stanislas instant. Dehaene a fait une très très belle exposition qui est toujours là, je crois, Universcience à La Villette. Il faut continuer dans cette ligne et nous coopérons. Merci beaucoup, Olivier Houdet. Olivier Lasvarnias, on a beaucoup parlé des enfants, mais vous qui vous intéressez plus particulièrement à la formation des adultes, est-ce que vous pouvez nous parler de l'apprentissage en direction des adultes et de ce qu'il faudrait faire? Est-ce que vous voyez des pistes? Alors, il se trouve que je dirige un département de sciences de l'éducation. Je suis désolé, je ne sais pas si je peux rester à cette table. Non, je ne peux pas. Ah, d'accord. En fait, c'est intéressant parce que vous êtes un symptôme de ce que je disais tout à l'heure, chers collègues, qui est focalisé sur l'aspect didactique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un chantier extrêmement important sur lequel les outils métrologiques que vous développez, les modèles, permettent une énorme progression dans la compréhension de la didactique. C'est vrai aussi que, comme dans beaucoup d'autres domaines, les objets connectés, le quantified self sont des éléments très importants pour ça. Mais nous, on est plutôt sur un autre champ qui est celui, disons, de l'aspect, j'allais dire, socio-économique, de l'aspect de l'organisation des dispositifs, de l'analyse notamment ethnographique, représentation sociale, qui sont liées à l'éducation. Il n'y a pas que l'aspect didactique. Et beaucoup de travaux, par exemple, sont de l'éducation comparée entre les pays. Donc, je suis d'accord qu'on n'est pas tellement plus loin que Claude Bernard, mais je n'ai pas honte d'être au niveau de Claude Bernard non plus. Et je suis très heureux de ce débat, parce que vous êtes quand même là pour avoir du spectacle scientifique, mais je donnerai un petit élément de réponse. Je peux finir? Je vous en prie. Oui. On va laisser finir voilà. M. Lasvarnias. Donc, effectivement, par exemple, la question, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de la formation des adultes? C'est évidemment parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de variations dans les problématiques qui se posent au système d'apprentissage. Donc effectivement, encore une fois, et je suis très très heureux d'avoir des collègues en neurosciences ou en sciences cognitives, il y a des choses qui concernent le processus d'apprentissage, même des adultes, hein, tout à fait, ça c'est très clair. Les questions sur lesquelles se penche aujourd'hui la formation des adultes, c'est pas seulement l'andragogie, hein, ça va être un thème qui a été beaucoup travaillé, l'idée que les adultes apprennent autrement que les enfants parce qu'ils sont dans d'autres situations. Effectivement, la véritable question, c'est les systèmes socio-éducatifs et notamment leur cohérence avec le système social. Donc une des questions, par exemple, c'est effectivement la question de savoir si le modèle des savoirs et de la connaissance s'oppose à un modèle des compétences ou s'il ne faudrait pas, par exemple, passer à un autre modèle qui est celui du modèle des capacités, hein, en s'appuyant sur le modèle d'Amartya Sen, prix Nobel d'économie, qui développe l'idée que ce sont les facteurs de conversion qui sont importants dans la mobilisation des compétences. Donc on travaille sur des sujets comme ça, qui malheureusement ne s'explorent pas seulement avec des outils d'imagerie cérébrale ou d'autres outils de ce type-là. Alors, ce qu'on étudie aussi en particulier, typiquement, par exemple, c'est les situations de reconnaissance et de validation des acquis. Vous avez tous les deux cité la mémoire de Bertrand Schwartz, malheureusement décédé très très récemment. Effectivement, la question de savoir comment le système socio-économique pourrait mettre presque au même niveau la reconnaissance ou la validation des acquis de l'expérience que les diplômes de la formation initiale, c'est une question essentielle. Ça fait partie des objectifs. En fait, moi je dirais que sous l'angle macro, malheureusement, la percée, disons l'insight ou la fulgurance de la recherche est moins facile à détecter en socio-économique, en didactique ou qu'en neurosciences. Je dirais que pour l'instant, on est plutôt dans des constats d'échec. C'est-à-dire que ce qu'on voit, mais je pense aussi que c'est pareil pour la pédagogie des enfants, ce qu'on voit, ce sont des expérimentations fantastiques. Vous avez dit que j'étais président de l'Association française d'astronomie. Nous savons
Nous savons comment tous les enfants se passionnent pour les cratères lunaires, comment tous les adultes se passionnent pour les cratères lunaires. La question, c'est que de toute façon, aujourd'hui, nous avons moins de 5 millions de personnes qui vont dans des planétariums. Et donc, ça veut dire qu'il y en a 58 000 qui n'y vont, 58 millions qui n'y vont pas. Et du coup, les questions que nous nous posons, notamment pour les questions pour la formation des adultes, c'est des questions de mouvement collectif. Oui, on peut valider les acquis de l'expérience. Oui, on peut rattraper un NEET, un jeune qui n'est ni en emploi ni en formation. On peut le rattraper. Oui, on peut faire des écoles de la deuxième chance. Oui, on peut faire plein de choses, mais on peut le faire pour quelques pourcents. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de quelques pourcents dans une société qui est à 100%. Et vous m'avez dit quelque chose quand on a préparé qui m'a beaucoup frappé. Quand on a parlé de formation permanente, vous m'avez dit il y a le fantasme qu'on peut apprendre tout au long de la vie, mais finalement, il y en a très peu qui ont accès à la formation permanente. Ben, en fait, il y a encore une fois, on est vraiment dans l'ambiguïté. Le triptyque, hein, en anglais, on a teaching et learning. En français, on a éducation, enseignement et formation. Finalement, bon, si on dit que apprendre, c'est aussi les apprentissages informels, les adultes, tous les adultes et tous les enfants apprennent tout le temps, et nous aussi, et même ils apprennent à apprendre, ils développent de la réflexivité, des doubles boucles, toute une série de choses comme ça. Si on dit que bénéficier de la formation continue, par exemple, c'est pouvoir rattraper un niveau de qualification au cours de sa vie par rapport à son niveau de qualification à la sortie de la formation initiale, alors là, on est dans l'ordre du pourcent, malheureusement. Alors, il faut qu'on parle du numérique avant de vous passer la parole dans la salle. La révolution du numérique a bouleversé forcément nos façons d'accéder à la connaissance. François Tadei, vous dites même l'école aujourd'hui n'a pas le monopole du savoir. C'est devenu une évidence, je pense. Si vous prenez la dernière fois que vous avez appris quelque chose en dehors de ce fantastique colloque, il y a peu de chances que ce soit dans une situation frontale. Vous avez probablement appris dans d'autres contextes de plein d'autres manières. Et donc, on apprend dans des colloques, on apprend en ligne, on apprend en discutant avec les autres, on apprend en vivant. La vie est probablement la meilleure enseignante pour peu qu'on sache avoir un minimum de réflexivité sur ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que le numérique change la donne parce qu'il permet le partage de ce que les uns et les autres ont pu apprendre. Et je reviens sur ce que disait Olivier, je suis entièrement d'accord avec le besoin de toujours plus d'esprit critique. Mais c'est vrai depuis au moins les langues d'Ésope. On sait que ça peut être la meilleure et la pire des choses. Tous les moyens de communication peuvent vous apporter les meilleures nouvelles ou vous manipuler. Et donc, si vous n'avez pas un espèce de système immunitaire, esprit critique, qui vous permet individuellement et collectivement de dénoncer tout un tas de choses qui sont des manipulations, et comment est-ce que vous étayez ça? Et donc ça, on a besoin de l'apprendre très tôt. Et le numérique peut à la fois propager ce qu'on appelle des mèmes aujourd'hui, des espèces de virus cognitifs où on vous assène des messages, et si vous n'êtes pas capable de les dénoncer individuellement et collectivement, alors vous pouvez tomber dans tout un tas de dérives que l'on connaît aujourd'hui. Et donc je pense que le rôle de l'enseignant est toujours plus important. Je pense qu'il faut aussi le souligner. C'est qu'il n'est plus simplement quelqu'un qui va apporter du savoir, mais il va éventuellement apporter des savoir-faire et des savoir-être de la société de la connaissance. C'est-à-dire cet esprit critique, cette critique constructive, parce qu'en France, on a la critique négative relativement facile, mais la question, c'est si on veut échapper au travers que dénonçait Olivier tout à l'heure à juste titre, on a besoin d'une critique constructive, c'est-à-dire il faut à la fois coopérer quand ça a du sens de coopérer, mais il faut éventuellement critiquer l'avis du groupe et proposer quelque chose d'autre, mais il faut à ce moment-là étayer son avis, et il faut l'étayer sur des arguments logiques, sur des expérimentations, etc. Et donc, je pense que plus le numérique arrive, plus on a besoin d'humanité en parallèle. Et donc, plus on a besoin de développer nos capacités individuelles et collectives à penser par nous-mêmes et pas à nous faire imposer des pensées par les algorithmes et qui utilisent nos biais cognitifs. C'est ce qui se passe sur Facebook et ailleurs. C'est ce que vous pensez aussi, Elisabeth Caillé. Vous dites Internet, c'est très bien, les MOOC, c'est très bien, mais il faut des personnes physiques, c'est très important. Mettez bien le micro en face, voilà. Ben ça a vraiment été une bataille que la Villette, que la Cité des Sciences nous a
nous a apporté sur un plateau, hein, puisqu'il y avait, ça a été évoqué ce matin, une espèce de fantasme qui était qu'on allait pouvoir apprendre grâce à des machines merveilleuses, muséographiées d'une façon stupéfiante. Et on a été un certain nombre à dire non, 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 il faut des médiateurs culturels. C'est là qu'on a inventé le mot, hein, Olivier. Et donc, c'est là qu'a été inventée donc, la médiation culturelle. Donc, je crois que là, c'est un des apports absolument formidables de la Cité des Sciences. C'était pas très nouveau hein, de dire qu'il fallait des gens en chair et en os pour apprendre à tout le monde. Hein, mais cet échange physique, je reviens au corps dont je parlais tout à l'heure, hein, est quelque chose d'absolument essentiel. Il y a quelqu'un qui en a extrêmement bien parlé, c'est Michel Serres, hein, dans ses différents ouvrages, en particulier dans Tiers instruits. Et j'adore l'image qu'il donne de l'ange. Hein. Pour nous, le médiateur culturel, c'est l'ange qui frappe sur l'épaule et qui dit « Regarde, fais attention à ça ». Et je crois que cet accompagnement est absolument essentiel et que même si on arrive à faire des prouesses didactiques, il y a un moment où il faut savoir intéresser les gens auxquels on apprend quelque chose et les intéresser, les mettre au sens propre à l'intérieur d'eux. Hein, et quelque chose qui ne peut pas être fait sans un affect, sans une personne, sans un référent, un modèle, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et nous, on a trouvé le mot de médiateur culturel que tout le monde a critiqué pendant 20 ans. Et puis, comme on n'a pas trouvé mieux, ben, ça s'appelle médiateur culturel. Voilà. Donc, l'importance des personnes, l'importance de l'affect. Olivier Houdet, vous ne pouvez pas contredire ça. L'affect, l'émotion pour apprendre, c'est très important. Pourquoi voulez-vous que je le contredise? Oui, je ne sais pas, mais je dis ça pour rigoler. Non, non, mais on met toujours en France aussi les gens dans des catégories. Vous vous intéressez au cerveau, vous êtes cognitif, généticien, réductionniste, pas du tout. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, les reconfigurations cérébrales sont en fait provoquées par un médiateur culturel. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a un professeur qui joue le rôle expérimentalement, puisque c'est une expérience, mais tout à fait similaire à celle pédagogique, et qui va entraîner le cerveau de l'autre à changer. Donc je pense que ce qui peut être, moi, c'est magnifique, votre invention des médiateurs culturels, que je comparais un peu à un instituteur ou un professeur des écoles, en comparant l'école au musée. Et donc, bien évidemment, comme je vous le disais, et François a très bien dit ça tout à l'heure, et j'ai dit ça sur une radio à la rentrée face à une syndicaliste qui était contre la réforme du collège, je disais, écoutez, ce qui est certain pour nous, c'est que le cerveau humain est interdisciplinaire. Il est interdisciplinaire. Vous n'avez pas la physique qui ne dialogue pas avec les mathématiques. Elles peuvent entrer en conflit aussi, d'où cette idée de résistance. Donc c'est vrai aussi pour les affects et le corps. Le cerveau est aussi à la fois cognitif, émotionnel, et une fois de plus, imaginez quand même un corps sans cerveau, il y aurait beaucoup de difficultés hein, à faire de l'école ou de la médiation culturelle. Donc évidemment, opposer même le corps au cerveau n'est plus une réalité, n'étant aucunement une réalité. Le cerveau est dans le corps. Ce qu'on explique d'ailleurs aux enfants quand on fait une expérience d'imagerie, on va mesurer ton corps, qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur de ta tête. Et tout le monde sait que par le tronc cérébral, le corps est lié au cerveau dans un contexte. Ce que je voulais dire par rapport aux questions de tout à l'heure, on reprendra le débat avec mon collègue de sciences et d'éducation, mais c'est par ces confrontations-là qu'on peut faire avancer les choses en dehors des congrès. Et il est vrai que, par exemple, nous travaillons beaucoup avec le Québec, Montréal, et la faculté de sciences de l'éducation, de didactique des sciences pour la physique, la chimie, la biologie chez les adultes qui s'intéressent énormément à ce qu'on observe chez l'enfant parce que les étudiants se retrouvent en difficulté d'obstacles épistémologiques, de choses qu'ils ont apprises en secondaire mais qui ne valent plus si on va plus loin à l'université. Et donc là, ça marche, je dirais. En France, il y a une autre culture qui est plutôt celle que vous avez évoquée, mais qui pour moi aussi est un symptôme, l'organisationnel. Uniquement l'organisation, l'historique, le socio-économique. Et je dirais, parce que c'est très important pour le musée comme pour l'école, je pense qu'on pense encore trop comme Bourdieu, c'est-à-dire avec l'idée de classe sociale qui existe toujours, il ne faut pas le nier, mais qui serait sans passerelle. Or, vous avez en France, vous connaissez sans doute Bernard Lahire, qui est un sociologue post-Bourdieu de l'éducation. Et Bernard Lahire, nous sommes très proches dans nos pensées parce qu'il s'intéresse vraiment aux passerelles d'une classe économique à l'autre. Il y a des dispositifs qui ne sont pas toujours, dont les résultats ne sont pas extraordinaires, mais il y a des dispositifs qui pourraient permettre cela. Et enfin, toutes les expériences que vous avez... Vous voulez que j'arrête? Toutes les expériences que vous avez vues... On vous écouterait des heures, mais je vois le temps filer. Toutes les expériences que vous avez vues sont mises en relation avec des paramètres socio-économiques. Donc nous ne réalisons jamais une expérience d'imagerie cérébrale sans avoir un questionnaire et une discussion de plusieurs pages avec les parents, avec l'enfant lui-même, sur le milieu socio-économique qui se traduit par des choses très précises. Le salaire
des parents, les activités culturelles de l'enfant, le temps de lecture par jour, est-ce qu'ils vont dans des musées, combien de fois par mois ou par an. Donc nous récoltons toute une série d'informations comme celle-là, et comprenez-le bien, qui peuvent aujourd'hui être scientifiquement reliées à ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et c'est ça qui est nouveau. Ce n'est pas d'un côté le socio-économique et de l'autre le cerveau, c'est le cerveau en monde, en milieu socio-économique. Et le musée, vous avez un grand rôle pour ce qu'a dit François. Prenez l'exemple du créationnisme et du darwinisme. Si on suivait le modèle de Piaget pour l'histoire des sciences, on dirait, bon, ben, on a démontré au XIXe siècle la théorie de l'évolution, le darwinisme, donc le créationnisme peut rester lié à une croyance, mais pas à la science. Or, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis et maintenant en France, y compris dans l'Académie de Paris, les élèves qui claquent la porte adolescents quand on parle du darwinisme parce qu'ils refusent cette idée et pensent que c'est manipuler leur cerveau que de leur parler de darwinisme plutôt que de créationnisme. Ça vous montre aussi combien, et vous retrouverez la même chose au musée, la construction et l'apprentissage est dynamique et non linéaire. Et pour moi, le vrai rôle aujourd'hui des médiateurs comment dites-vous, culturel, n'est pas seulement faire découvrir les grands scientifiques, c'est exercer ce cerveau à l'esprit critique, à la dissociation entre croyances qui sont tout à fait respectables et sciences. Et là, c'est plutôt ça qu'il faut faire dans la société d'aujourd'hui. Parce que comme quand ils vont voir le médecin, ils ont déjà tout regardé sur Internet, ce qui énerve beaucoup les médecins, vous le savez, mais quand ils viennent au musée aussi, y compris avec des idées fausses qui ont été véhiculées sur Internet du type le créationnisme, ça a le même statut que le darwinisme, ce sont simplement des croyances différentes. Et là, il y a un rôle à jouer qui touche à ces phénomènes que j'évoquais, du cortex préfrontal, d'inhibition des heuristiques, parfois collectives, telles la nouvelle croyance, enfin la nouvelle imposition du créationnisme comme une science, alors qu'il faut la distinguer. Et le monde, finalement, aujourd'hui cognitif, hélas, s'enrichit en technologie, mais se simplifie en pensée. Alors, puisque vous parlez des musées, Olivier Houdet, Olivier Lazarnias, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez des musées. Les musées sont des lieux de culture, des lieux d'exposition, mais ils ne doivent pas être que cela, pas que un lieu d'exposition. Alors, j'ai une petite dissonance cognitive parce que j'ai deux choses assez différentes à dire en réponse à cette question-là. Je vais répondre dans le sens attendu un peu de ce que vous me demandez, puis peut-être une réflexion suggérée par la question sciences et croyances et la place des musées par rapport à sciences et croyances. Donc oui, effectivement, pour moi, ce que nous avons essayé de faire et ce que nous faisons toujours, ou ce que vous faites toujours, parce que je ne suis plus dans la maison, mais à Univers Sciences, c'est d'ouvrir à tous les publics, pas seulement ceux qui sont mus par la curiosité scientifique, parce que malheureusement, les adultes mus par la curiosité scientifique, il n'y en a qu'un petit nombre. Hein, je disais en gros, disons à peu près 10% de la population. En gros, si on regarde Aymar de Mangin, des départements des études prospectives, doit être là, il pourrait donner des chiffres un peu plus précis que les miens. Mais en gros, on voit bien que le public, disons, des adultes, je ne parle pas des scolaires qui, eux, sont mus par d'autres dispositifs. Mais en gros, les adultes qui sont vraiment mus par la curiosité scientifique, éventuellement, il y en a un peu plus en accompagnant leurs enfants, mais ils sont moins nombreux, ils sont en dessous de la majorité en tout cas. Donc il faut aussi ouvrir vers d'autres choses, et notamment la résolution de problèmes, l'aide à mieux formuler des questions, d'où l'idée, cité des métiers, cité de la santé, etc. Et de faire des lieux qui sont vraiment hybrides, comme le sont finalement toutes les grandes bibliothèques, tout ce qu'on projette aujourd'hui dans des learning centers, des living centers comme celui qui est en train de se construire à Univers Sciences, c'est-à-dire de pas seulement raisonner sur le plaisir d'apprendre les aspects scientifiques. Moi, je suis astrophysicien et donc passionné du Big Bang, mais malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas passionnés par le Big Bang. Donc ça, c'est la première idée. Mais je réfléchissais en écoutant la question de sciences et croyances. Il se trouve qu'on travaille beaucoup aussi sur ces questions-là, puis j'y travaille beaucoup dans le cadre de l'Association française d'astronomie aussi. Et je me suis rendu compte que finalement, on était peut-être là encore trop focalisé sur la pointe, j'allais dire sur la partie saillante de l'épistémologie. C'est-à-dire que voilà, on se dit finalement, ceux qui sont créationnistes ou ceux qui défendent la Terre plate comme une théorie scientifique, finalement, ils sont pas sur la question de la différence entre science et croyance. Ils sont sur la question de l'érudition.
Et c'est un sujet que je connais, puisqu'il se trouve que l'Université de Lille fusionne en ce moment une université sciences et technologies, une université droit et santé, une université sciences humaines et sociales. Et quand vous parlez de la science juridique, vous ne parlez pas de la même science dont vous parlez quand vous parlez d'astrophysique, par exemple. Et du coup, il me semble que le point qu'on oublie quand on se dit que la lutte contre l'obscurantisme ou la lutte contre des formes fondamentalistes de croyances, quand on dit que c'est simplement la séparation sans ces croyances, on ne voit pas l'énorme problème amené par la fabrique de l'érudition. Et il me semble que cette question-là, c'est-à-dire, alors évidemment ça renvoie à Ricoeur, ça renvoie à la phénoménologie du récit, ça renvoie au récit de science, ça renvoie au relativisme, ça renvoie aux textes et aux textes fondamentaux, mais je pense que les musées, qui eux aussi fabriquent du récit de l'histoire, du récit phénoménologique, qui racontent le récit de la science, devraient aussi travailler vraiment sur cette question-là. Quand on convainc quelqu'un avec qui on regarde la Lune que finalement on peut mesurer la hauteur des cratères et que finalement, on se rend bien compte que puisque les ombres bougent, c'est que la Lune est ronde et qu'on leur dit qu'Appian, au XVe siècle, a dessiné une Lune, une Terre hexagonale pour montrer qu'elle était forcément ronde. Enfin bref, je passe sur les détails. Quand on leur dit ça, on convainc finalement très peu de personnes. On convainc ceux qui sont déjà dans la curiosité expérimentale. Et le problème, c'est plutôt qu'aujourd'hui, ça se pose livre contre livre. Et il me semble que là, il y a une piste d'avenir pour les musées. C'est cette question de la fabrique de l'érudition. Et on en parlera demain d'ailleurs, puisqu'il y aura 6 musées qui viendront parler de leurs expériences, et ce sont des sujets qu'ils abordent. Elisabeth Caillé, je vous voyais, vous avez envie de réagir. Moi, j'ai encore plein de questions à vous poser, mais la salle aussi, donc après, on va passer le micro. Je voulais juste dire un tout petit mot sur cette question sens et croyance, parce que dans ma nouvelle vie, puisque maintenant je suis à la retraite, je ne suis plus du tout dans les musées scientifiques, mais je m'occupe dans la fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme, à l'éducation contre le racisme. Je peux vous dire que la majorité des gens continuent à croire qu'il y a 4 races, sans aucune difficulté. Et que même si on leur explique les raisons pour lesquelles on pense qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce humaine, ça ne suffit pas. Et donc, le fait d'utiliser... Alors, c'est très intéressant d'avoir comme tête de gondole, si je puis dire, pour bien que le comparer à une gondole n'est pas terrible, hein, quelqu'un comme le footballeur Lilian Thuram. Parce qu'il a une parole, quand il s'exprime devant les enfants pour leur expliquer ça, qui est tout à fait... qui porte... Et nous, ce que nous découvrons, alors ce n'est pas son histoire d'érudition, mais c'est que les enfants ne veulent pas renoncer à cette croyance, et j'aurais bien aimé avoir votre opinion, Olivier, là-dessus, parce qu'ils ont l'impression de trahir leurs parents. C'est-à-dire que c'est un problème de fidélité à leur environnement proche, et non pas du tout un obstacle épistémologique au sens propre du terme. C'est très intéressant. Comment dire, quand vous dites résister à leurs croyances, c'est vraiment au cœur de ce que l'on étudie. Vous avez compris, c'est un mécanisme que seul notre cortex préfrontal peut faire. Alors là, le cas est très original que vous décrivez parce que c'est une contradiction en quelque sorte entre l'appartenance familiale, ça, on est encore dans la coopération qui a ses limites. On veut coopérer avec sa famille sur le même mode de pensée, et l'école ou le musée apporte une connaissance contradictoire. Et donc, c'est fort intéressant. Je suis d'accord avec vous, après l'exposé qui m'a presque totalement convaincu, mais pas tout à fait de mon voisin. L'érudition, oui, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, et prenez l'exemple du terrorisme, qu'il y a certains terroristes extrêmement éduqués, qui ont une érudition et qui néanmoins ne résisteront pas pour des raisons cette fois d'appartenance, pardonnez-moi, pour des raisons d'appartenance au groupe, hein, là vraiment, ou à une secte, ou ne résisteront pas. Donc croire que l'érudition suffit, c'est comme Aristote qui croyait que les syllogismes suffiraient à lutter contre les sophismes et les paralogismes. C'est faux. On a toujours aujourd'hui, et un autre prix Nobel, Daniel Kahneman l'a démontré, je parlais d'heuristique tout à l'heure, ce sont plutôt des heuristiques, c'est-à-dire des modes de pensée très rapides, cognitifs, sociaux, décroyantes, qui dominent dans notre cerveau, même si l'on a beaucoup d'algorithmes et beaucoup d'érudition. Alors, réponse très brève. Oui, hélas, Olivier Lesval. Hélas, je ne crois pas du tout, alors je ne crois absolument pas que l'érudition soit un moyen de lutter contre l'obscurantisme. Ce que je dis, c'est qu'il faut décoder la fabrique de l'érudition, c'est-à-dire comment la connaissance de la pointe de la recherche, je prends Derek Price, hein, je vois la science en marche, en avance là, et comment la science en marche, qui elle peut s'analyser par la différence entre science et croyance, se métamorphise au sens géologique, se stocke dans de l'érudition qui elle n'est plus critiquable
par la différence entre science et croyance. Dans la Torah, dans le Coran, dans la Bible, dans les livres, l'érudition a la même forme que dans l'encyclopédie de nos bibliothèques. Et donc c'est ce mécanisme, comment on retrouve la trace de l'esprit critique dans la science métamorphisée qu'est l'érudition, qu'il faut creuser. C'est mettre à jour et permettre de travailler non seulement sur la production de la pointe de la nouvelle science, mais décoder, c'est pour ça que je faisais la phénoménologie du récit et que je prenais Ricoeur par exemple, hein, comment on fabrique du récit de nos origines et comment on peut aider à comprendre que ce qui a été découvert est devenu une vérité avec un V majuscule. Vous avez raison, mais à un moment donné, ça sera récit contre récit. Et lorsqu'un cerveau individuel, plus ou moins fragile, plus ou moins intelligent, aura deux récits en compétition, comme l'exemple que vous évoquez, lui-même, l'école et sa famille, récit contre récit, ben votre seul récit ne suffira pas. Mais ma question n'est pas une question micro, individuelle. Je dis qu'une responsabilité des musées, si vous voulez, au muséum, vous avez les becs des oiseaux de Darwin. Donc là, on voit comment Darwin a compris que les becs des oiseaux représentaient le témoignage d'une adaptation à ce qu'il y avait à manger sur les îles. Mais vous n'avez pas si facilement que ça comment ce qui a été, par exemple, on a parlé de Copernic, comment ce qui a été la révolution copernicienne est devenu quelque chose qui est dans les livres de science. Olivier Lesvernias, c'est passionnant, ce débat est vraiment très intéressant. Vous l'avez compris, vous avez 4 orateurs exceptionnels aujourd'hui, spécialistes de l'apprentissage, et donc les micros sont à votre disposition dans la salle. Alors je vois des bras se lever. Monsieur de René, madame, donc si vous pouvez approcher des micros, s'il vous plaît. Alors, madame, monsieur de René. Bravo en tout cas pour les idées émises dans cette table ronde. Merci Olivier d'avoir parlé de lieux hybrides. Et je voudrais revenir au thème même de cette table ronde, l'apprentissage et les musées, si vous permettez, en ajoutant peut-être quelque chose qui a été un peu effleuré pendant le débat, mais je voudrais revenir fort dessus parce qu'il s'agit de la pratique pédagogique. C'est ce que j'appellerais la coéducation. Et j'ajouterai un terme peut-être un peu grandiose, la coéducation écosystémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lieux hybrides dont tu parles, ce sont en fait des écosystèmes, des mini-écosystèmes, qu'il s'agit d'une exposition, d'un musée lui-même, de quelque chose de virtuel dans lequel on rentre en cliquant. Donc, à l'intérieur de ces écosystèmes complexes et hybrides, il ne faut pas seulement des guides qui sont des gens qui vous aident à aller d'un endroit à l'autre, mais des personnes qui sont des passeurs qui vous aident par la coéducation à vous motiver et à aller plus loin. Et je pense qu'il y a 2 formes de coéducation. Il y a une coéducation générationnelle, où les plus jeunes qui ont compris ce qu'il y a autour, qui ont compris l'écosystème, parce qu'ils ont, dans cette génération-là, une capacité à intégrer et à tenir compte des interdépendances que leur ont appris les réseaux numériques beaucoup mieux que les plus âgés. Mais il y a aussi une coéducation... Ah, le micro, 1, voilà, 2, 3, 4. Oui. Mais il y a aussi une coéducation transgénérationnelle. C'est-à-dire que les plus âgés, les seniors, ceux qui ont compris des choses différemment, peuvent aider ceux qui sont boulimiques d'informations et qui en reçoivent beaucoup trop, notamment par les réseaux sociaux, à intégrer ces connaissances dans un contexte à la fois économique, philosophique, politique, voire spirituel, dont vous parliez tout à l'heure. Donc je pense que la pratique de la transmission des connaissances dans les musées, c'est en fait une pratique de transmission par une coéducation écosystémique qui tient compte de l'intégration des éléments les uns avec les autres et pas seulement du... Voilà, et l'humain, encore une fois, semble très important. Madame, vous aviez une question à poser. Est-ce que on peut lui approcher le micro, s'il vous plaît? Alors, moi, la première chose que j'ai à dire, merci, merci, bravo, bravo. Très intéressant. Merci Universcience, merci à l'anniversaire, merci aux 80 ans. 2 questions très simples, monsieur, le spécialiste des neurosciences, parce que moi je suis passionnée par les neurosciences. Vous avez sans arrêt parlé d'inhibition dans l'apprentissage, sans nous expliquer une seconde pourquoi il y avait inhibition. Est-ce que vous pourriez m'expliquer rapidement inhibition? Avec bonheur. Deuxièmement, deuxième question, monsieur. Mais ça va très vite, attendez, vous allez me répondre en 2 minutes. Et deuxième question, parce que vous êtes très synthétique. Deuxième question. Est-ce que l'être humain a en lui
une faculté de coopération. Est-ce que notre cerveau naît coopératif ou c'est l'acquis qu'il... Parce que moi, j'ai l'impression qu'il naît coopératif comme les animaux. Les animaux naissent coopératifs. Merci. Alors, Rapidement, je commence par la dernière question. Il y a des données formidables qui révèlent beaucoup plus tôt que ce qu'imaginait Piaget chez le bébé. Moi, je l'ai même testé en maternité après quelques minutes de vie, ce qu'on appelle l'imitation néonatale. C'est-à-dire que vous mettez face au bébé, très attentif, vous lui tirez la langue et vous allez constater qu'après quelques moments, il va vous tirer la langue, vous modifiez le rythme, etc. Vous changez le modèle d'imitation, vous faites comme un poisson. Ouverture et fermeture de la bouche. Il change de modèle. Pardonnez-moi. Donc l'enfant rentre immédiatement, le bébé, en intersubjectivité avec l'autre. Des études d'imagerie cérébrale très jolies dans les neurosciences qu'on appelle sociales ont montré qu'il y a, ce que j'évoquais tout à l'heure, des réseaux de résonance motrice. C'est-à-dire si l'on imite ou si l'on est imité, ce sont les mêmes réseaux qui s'activent, ce qui est une vraie découverte. Parce qu'imiter, c'est faire un axe moteur et être imité, c'est percevoir, ce qu'on appelle aussi les neurones miroirs. Donc cet exemple-là qui se décline dans la suite du développement de l'enfant jusqu'au jeune adulte est l'axe, on va dire, de coopération. C'est-à-dire on rentre immédiatement dans l'idée de faire avec l'autre et de s'instruire de l'autre. Je vais très vite puisque l'exercice y oblige, des études formidables dont je pourrais vous donner les références révèlent le lien entre cette imitation néonatale, ensuite l'empathie et la sympathie au cours du développement. Et vous comprenez que pour coopérer, il faut un certain partage de valeurs, d'empathie. Mais je dirais, et je vais venir à la deuxième question qui était la première, cette imitation ne suffit pas, parce que là, vous n'êtes pas en train de m'imiter, alors que le bébé le ferait spontanément. À un moment donné, il faut inhiber cette imitation. Il faut aussi agir différemment, chacun a sa posture. On parle d'une telle ou telle façon. Et donc l'inhibition au cœur de l'apprentissage, pardonnez-moi, mon laboratoire travaille depuis 20 ans sur ce sujet, donc je vous invite à aller voir les ouvrages. Pour le grand public, on m'a demandé de ne pas mettre le mot inhibition parce qu'il fait peur. Or, c'est vraiment le bon terme. Hein, c'est l'inhibition positive, contrairement à celle de Freud, par exemple. C'est une inhibition qui rend intelligent et qui nous fait apprendre les choses au-delà des automatismes. Alors, vous trouverez dans cet ouvrage, ou si je vous referai une conférence, j'en ai déjà fait dans ces lieux, des exemples pour la permanence de l'objet chez le bébé. Le bébé, je n'ai pas le temps de l'exposer, donc je réponds plutôt aux exigences de la présidente de table. Vous avez des exemples pour le dénombrement, pour la catégorisation et pour le raisonnement. Si vous avez regardé rapidement les diapos qui circulaient, il y avait un exemple que je pourrais vous faire de raisonnement déductif sur des formes géométriques colorées. Vous auriez à rendre vraies ou fausses des règles, un jeu d'esprit qu'on fait sur une tablette ou un ordinateur. Et je pourrais vous montrer combien, sans doute, 90% des cerveaux de la salle répondraient sous forme heuristique, automatique, alors qu'on pense tous qu'on a quand même au moins une logique élémentaire. Et on a cette logique, mais notre cerveau ne l'active pas. C'est pourquoi, quel que soit, et nous faisons aussi des analyses macro, quel que soit le macro, la vraie responsabilité, je dirais scientifique, éthique que l'on a à l'école comme au musée, c'est que ces choses soient intégrées par des cerveaux qui peuvent coopérer, mais qui à un moment donné dans leur réflexion sont aussi individuels. Et dans ces cas-là, eh bien, cette inhibition dont je parle permet soit de penser différemment d'un automatisme propre ou celui des autres. Mais il y a différentes formes d'inhibition qu'on étudie scientifiquement dans le labo. Inhibition par instruction. On peut apprendre quelqu'un d'autre par l'érudition. Mais il y a l'inhibition aussi par simplement l'expérience personnelle, ce que fait la main à la pâte avec de l'expérimentation en classe. On a des feedbacks positifs ou négatifs, tâtonnement. Et il y a aussi, ce qui me passionne, l'inhibition par exposition, simplement. Alors, exposition, ça vous parle dans un musée, mais les cerveaux, même si c'est l'apprentissage informel, sont exposés à des tas de choses et peuvent, par des observations et des expositions, être amenés à réviser leurs croyances ou réviser leurs connaissances. Et donc, pour cet ouvrage, l'éditrice Sophie Bancard du Pommier m'a demandé de l'appeler la résistance cognitive. Et c'était avant les attentats, et il se fait que vous avez peut-être vu beaucoup de journaux, je les ai tous gardés, qui ciblaient en première page comment apprendre à résister. Et on pourrait croire que ça n'a aucun lien, cet aspect très très macro qu'est la géopolitique mondiale, c'est un lien intime. Parce que comme le disait, j'arrêterai là-dessus, Cabanis, médecin, membre fondateur de l'Académie des sciences morales et politiques, tous les moralistes et les médecins devraient travailler avec les psychologues parce que c'est l'étude de l'homme intérieur qui habite l'homme extérieur dans ses progrès, ses fulgurances, mais aussi ses affections. Et donc, il faut articuler les niveaux plutôt que les séparer. Et Elisabeth individuel et collectif. Elisabeth Caillet aimerait compléter sur la coopération. Oui, je voulais revenir sur la coopération. Je pense qu'on se pose un problème concernant la coopération parce qu'on part de l'idée qu'on est des individus séparés les uns des autres et qu'il faut donc créer du lien.
Si vous renversez la problématique et que vous considérez que l'humain est constitué par la coopération, forcément, celle de l'enfant et de sa mère, par exemple, et qu'on part du deux, il n'y a plus de problème. C'est l'inverse qui devient un problème. C'est comment se séparer devient un problème. Donc vous avez quelqu'un qui a beaucoup réfléchi là-dessus et qui est un philosophe allemand qui s'appelle Sloterdijk. Donc je vous recommande fortement la lecture et qui est absolument admirable et qui vraiment décrit comment on passe des sphères aux bulles et des bulles aux écumes aujourd'hui, et que précisément les toutes petites bulles d'écume font que nous nous concevons comme étant des individus dissociés les uns des autres, et qu'autrefois on avait des pensées qui étaient des pensées fondées sur la pensée de la sphère qui nous protégeait. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail, hein, et sur le plan psychologique, vous avez quelqu'un qui a beaucoup réfléchi là-dessus et qui est un psychologue très oublié, un instituteur, c'est Fernand de Ligny. Et je pense que c'est extrêmement important de repartir de ce fond commun qu'il arrive à trouver comme faisant communauté en regardant les autistes, qui sont des humains comme nous et qui nous désignent ce qui est l'humain, qui est pré-langagier et qui est pré-dialogue intersubjectif. Merci. Pas du tout, mais c'est que je vois des bras se lever, un là-bas, ensuite madame devant. Et voilà, une troisième personne, pardon. Alors, allez-y. Oui, bonjour. Je travaille dans un centre de sciences pour enfants et adolescents situé à Strasbourg qui s'appelle Le Vaisseau. Je suis évidemment très heureuse de vous entendre aussi. C'est passionnant et j'aimerais pouvoir tellement avoir plus de temps dans ma vie pour écouter tout ça. Parce que finalement... Approchez le micro. Comme ça, on est sur le terrain, dans l'hyper-opérationnel, et c'est tellement inspirant ce que vous faites, et on aimerait pouvoir tellement s'en inspirer beaucoup plus. Pour autant, il y avait une psychologue qui était venue effectivement au Vaisseau et qui avait considéré qu'on était aussi un endroit, pas forcément d'apprentissage, mais de remobilisation des connaissances. Je voulais finalement avoir votre regard là-dessus, et notamment Monsieur François Tadei, pour finalement école et musée scientifique ou centre de sciences pour enfants, comment vous qui réfléchissez sur ces... Ah, oui. François Complémentarité entre ces deux, comment vous les voyez de l'éducation nationale? Merci. C'est une très bonne question. Je pense que idéalement, il faut une continuité entre l'avant, le pendant et l'après la visite au musée. Donc si qu'on vienne en classe ou en famille, on a eu le temps de préparer ce qu'on va voir et qu'on peut vivre des compléments avec l'expérience qui est toute une aventure, a fortiori si on est relativement jeune, que d'aller en dehors de l'école visiter un lieu de science comme celui-là, et qu'on y découvre des gens passionnés qui vous parlent et qui vous font comprendre encore plus de choses que ce sur quoi vous avez commencé à vous intéresser, et qu'ensuite en ressortant on peut continuer à consolider ces apprentissages, alors il y aura un impact qui sera beaucoup plus important sur la durée. J'ajouterais à ça que j'aurais pu dire ça probablement dans les années 30, au moment où on a ouvert. Je pense qu'aujourd'hui, le numérique permet encore d'autres choses. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut par exemple découvrir une manip, mais on va peut-être pouvoir la filmer soi-même, on va peut-être avoir envie de la refaire, on va peut-être pouvoir découvrir que des choses que l'on a découvert au musée, en fait, on peut y participer, parce qu'on peut être impliqué dans un projet de recherche participative. Et à ce moment-là, on va pas simplement vivre des choses de manière un peu avec des savoirs, mais on va peut-être passer au savoir-faire, voire au savoir-être, et on va être dans un savoir-être de chercheur, de savant, de quelqu'un qui se questionne, qui expérimente, qui teste ses idées, qui les confronte à la réalité, qui les confronte éventuellement aux autres opinions, et qui va pouvoir faire justement la différence entre ce qu'on disait tout à l'heure, croyance et savoir, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il peut y avoir un rôle qui est encore plus intéressant aujourd'hui qu'hier, si on sait l'accompagner et penser la transition entre avant, pendant et après. Alors, il y a une main qui s'est levée au milieu et ensuite devant. Oui. Je vais prendre la parole d'abord, parce que ma question est un peu dépassée maintenant. Ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ce passionnant débat, il m'avait manqué François Tadei. J'avais envie d'avoir le regard de quelqu'un qui agit aujourd'hui sur un peu voir comment toutes ces réflexions, effectivement, motive la mission que tu as, et en particulier, est-ce que finalement le côté interdisciplinaire est la chose principale, ou est-ce qu'effectivement il y a aussi des modes d'enseignement? Donc est-ce que c'est par une modification
des programmes, des projets, des progressions, ou est-ce qu'il y a une pédagogie différente en plus de ça qui tient en compte tout ce qui a été dit, qui était passionnant? Oui, François t'a dit, grâce à cette mission, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui peut changer? Alors, on voit que on peut déjà mettre l'élève dans une position beaucoup plus active, et plus il est actif, plus il est motivé, plus il a de feedback sur ce qu'il fait, plus ses savoirs vont s'ancrer. Donc ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, s'il n'est pas en position passive, donc en position active, mais aussi en position de coopération, si au lieu de le mettre en compétition sur les savoirs d'hier, on le met à coopérer pour co-construire les savoirs de demain, et qu'il comprend ses savoir-être et ses méthodologies de recherche, je pense que c'est extrêmement important. Ce que je dis pour l'enfant est aussi vrai pour l'ensemble des citoyens, à commencer par les enseignants. D'accord ? Et donc les enseignants aussi, hein, quand on fait des comparaisons internationales, et malheureusement PISA va sortir bientôt, et il n'est pas certain qu'on progresse beaucoup dans ces classements internationaux, ce que l'on sait déjà des études précédentes de PISA, c'est que les pays qui font réussir les enfants, en particulier ceux de milieux défavorisés, sont les pays où quand un enfant a une difficulté, l'enseignant se met en position de trouver une solution adaptée. Donc il doit chercher quelque chose qui va aider l'enfant à réussir. Et idéalement, il est accompagné dans cette démarche. Il n'est pas seul, il y a une équipe pédagogique autour de lui, il y a des ressources qui aujourd'hui peuvent être numériques, qui vont se mobiliser pour accompagner l'enseignant qui doit lui accompagner l'enfant qui peut avoir des difficultés, quelle que soit l'origine de ces difficultés. Et effectivement, aucune discipline seule ne va apporter la solution, mais un ensemble de disciplines de manière cohérente, en travaillant sur l'ensemble des échelles dont on a parlé tout à l'heure, vont pouvoir apporter des éléments de solution, et c'est l'ensemble de ces implications qui vont pouvoir contribuer. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que plus on commence jeune, plus on a de l'impact. Et donc, réfléchir sur l'enfance, y compris la toute petite enfance, y compris le préscolaire, ce qu'on fait très peu dans le cadre de l'éducation nationale, presque par définition, il va falloir aussi réfléchir à ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et donc, ça veut aussi dire d'impliquer les parents, et d'impliquer, de penser y compris l'éducation, la coéducation avec les parents, et d'expliquer aux parents un certain nombre de choses sur le cerveau de leur enfant et sur leur propre cerveau et sur l'avidité fondamentale de l'enfant pour ses apprentissages. La formation des enseignants est aujourd'hui un facteur limitant, malheureusement, pour la qualité du système éducatif. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vrai de la formation initiale comme de la formation continue. Et donc là, je pense qu'il faut impliquer. Mais aujourd'hui, quand on parle de formation continue, d'abord, on en parle trop peu pour les enseignants. Et en plus, c'est généralement c'est penser en haut. D'accord ? On ne demande pas aux enseignants quels sont leurs besoins. Et donc, je pense qu'il faut co-construire à la fois les programmes de recherche et les programmes de formation continue avec les enseignants, partir de leurs besoins et les faire remonter pour adapter les solutions aux besoins face aux problèmes qu'ils rencontrent. Deux choses pardonnez-moi, pour compléter la question de monsieur qui est essentielle, très concrète. L'ESP de Paris, par exemple, qui donc a remplacé les IUFM, qui forment les professeurs des écoles. Vous savez que l'esprit de la loi, c'est que les ESP soient dans l'université, c'est-à-dire dans la recherche en train de se faire. Alors c'est très difficile. Moi, j'y œuvre pour Paris depuis 3 ans. On est en train de créer un GIS, un groupement d'intérêt scientifique avec le CNRS interdisciplinaire, où on va du cerveau au milieu socio-économique à la classe, qui puisse bénéficier aux élèves en stage concret, éclairés par la science. Il y a beaucoup de résistances qui sont liées précisément à la didactique des disciplines. Parce que quand on réfléchit et qu'on a été formé, comme ce l'est depuis une trentaine d'années, à la didactique d'une discipline, on croit que les processus qu'on observe, qui sont parfois très spécifiques, en effet, à la discipline, sont tous spécifiques, alors qu'il y a des processus généraux du cerveau qui sont précisément liés à plusieurs disciplines. Donc, je pense que d'ici 10 ans, ça sera réformé. C'est long. Mais on y travaille. Il ne faut pas croire qu'on n'y travaille pas. On participe à des réunions, à des conseils d'administration, d'orientation scientifique pour introduire ces connaissances transversales dans le tronc commun des professeurs des écoles. Une fois qu'on l'aura fait sur Paris, il y a sans doute quelques initiatives en province, on essaiera de transférer. Et par ailleurs, nous faisons, nous, avec mon labo, des GFA, des groupes de formation-action, où les professeurs sont libérés de leur classe par l'académie, donc c'est un accord avec l'académie et le recteur, un jour par mois, viennent au labo où nous allons chez eux et on discute comme on le fait là. Ça leur donne des idées. Eux-mêmes le déclinent dans leur pratique pédagogique et on se revoit tous les mois. Et au final, il y a des échanges. Et c'est ça la réalité de cette science aujourd'hui. Des allers-retours du labo à l'école
et dans la famille. Vous savez que le projet sur les tablettes, il est réalisé en famille, permanent. Mais c'est très nouveau. Mais cela existe et il faut le faire savoir. Le lien pour vous qui vous intéresse, c'est avec le musée, mais je crois qu'on touche à des questions très générales, puisqu'en effet, au musée, je pense que, je peux me tromper, mais nous sommes aussi, nous, des médiateurs culturels, les professeurs d'université, et en amphi, tout a changé. On n'est plus là pour décliner un savoir que souvent ils ont déjà vu, lu sur Internet et analysé. Donc l'amphi devient, Michel Serres le décrit aussi très bien dans Petite Poussette, l'amphi devient du brouhaha, devient un lieu de dialogue. Il y a toujours des humains, mais les humains doivent discuter, toucher à ces processus, par exemple, d'esprit critique qu'on évoquait, plus qu'une connaissance qui n'est parfois pas érudite, déjà acquise. Et donc, à l'université, on a le même problème que dans les musées. On a des savoirs acquis et on doit réinventer nos rôles humains parce que le cours magistral n'existe plus, n'existera plus. Le débat est tellement passionnant que tout le monde veut intervenir. Très court, monsieur juste Lazagne. un petit mot des provinciaux pour les Parisiens. Par construction, toutes les SP ont les enseignants-chercheurs des SP ont leurs activités de recherche dans des labos de recherche. Et donc, ça n'est pas qu'à Paris. C'était juste pour ça qu'il y a des relations de recherche avec les SP. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'effectivement, malheureusement, la question, ce n'est pas l'expérimentation de nouveautés pédagogiques qui peut faire changer notre score de PISA, c'est la généralisation des expérimentations. Pardonnez-moi, mais non, on va arrêter parce qu'on ne va pas y arriver. Pour les territoires, bon, écoutez, je peux ne pas le dire, mais je suis d'ailleurs pressé. Mais avec Nathan, qui est un grand éditeur, vous connaissez Nathan, grand éditeur scientifique en France, qui adapte ses manuels au programme scolaire, le fait aussi pour le numérique. Et donc, la question du territoire que vous évoquez est très importante. Et nous, ces groupes de formation action, on les a fait en Normandie, à Caen, mais c'est local. Et la question de la généralisation aux échelles est en train de se faire. Je crois que ça sera fait pour la rentrée prochaine, avec Nathan, qui a aussi des startups qui travaillent avec des jeux éducatifs qui sont qui collent au programme scolaire et qui permettent cette coéducation à l'école, à la maison, à la famille. Donc, bien sûr, il faut penser le territoire, on le fait et le numérique le permet. Et des grands éditeurs classiques scolaires comme Nathan l'ont compris et s'y mettent. Merci beaucoup. Alors, la dernière question. Bien, merci beaucoup. Sonia Zillard, ministère de la Culture et de la Communication. Donc, plus qu'une question, une contribution très courte. Ah, approchez le micro. On va changer de micro. Voilà, oui. Merci Jacqueline. Sur l'étude qui a été publiée. Approchez peut-être. Je vais vous demander de vous approcher, je vais vous prêter le mien. Non, je peux peut-être parler, bon, voilà, ou le mettre un petit peu plus loin. Donc, ministère de la Culture, donc j'attire votre attention sur l'étude qui a été publiée en septembre 2016 par le ministère sur les représentations de la culture dans la population française. Donc, je vous invite à aller lire l'intégralité de cette étude qui est assez courte. Vous trouverez ça facilement sur Internet. Elle est en ligne avec 2 chiffres. 2 chiffres. Qu'est-ce qui, pour vous, fait culture, avec un chiffre qui nous a étonnés. En premier, 81% la visite des musées et des monuments. Et en deuxième, 77% des répondants indiquent que la science fait culture. Donc, je renvoie à ce chiffre. 77% des répondants indiquent spontanément que la science fait partie de la culture. Deuxième chiffre, 44% des répondants, quand on leur pose la question qu'attendez-vous d'une représentation de la culture, en premier, j'attends des contenus, pardon à mes collègues de simplifier un petit peu simplifier, mais juste les réponses. J'attends des contenus. Deuxième réponse, 46%, j'attends des savoirs et de la connaissance. Donc je cite ces 2 chiffres qui font écho à nos débats par rapport à la pédagogie, par rapport à savoir, connaissance et science. Et dernier point d'information, je crois que je suis... Le ministère souhaite aussi signaler, parce que le sujet a surgi spontanément dans vos débats autour de sciences, culture, croyances,
Sciences, Culture, Croyances, juste la journée du 23 mars au Musée de l'Homme qui avait abordé ce sujet. Et en 2017, je pense que Philippe Guillet de l'AMSTI doit être présent dans la salle, le ministère accompagne un projet avec l'AMSTI sur le sujet Sciences, Culture, Croyances, qui avait été intitulé par l'AMSTI un manuel d'autodéfense, mais que le ministère dira comment mettre au point des outils qui permettent, on voit dans les débats, on voit la difficulté du sujet, des outils qui permettent d'aborder cette question, que ce soit sur les sujets de l'évolution, etc. Donc voilà, merci. Merci infiniment. Malheureusement, on va être obligé de s'arrêter. Je crois qu'il va falloir faire une saison 2 de ce débat, parce que ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. On peut les remercier, les applaudir. Je sais qu'ils sont pressés en plus.